Un petit point sur le Nasdaq. Le Nasdaq, qui malgré la situation économique, voilà, a encore fait un plus haut historique il n'y a pas très longtemps, 11 282 points. Alors la question qu'il faut vous poser quand vous regardez le graphique du Nasdaq, c'est est-ce que vous avez envie d'acheter ça? D'accord. Alors oui, j'ai fait je vous fais un joli graphique là en mensuel. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça en 2000? D'accord? Ok? Et il y en a pas mal qui vous disaient d'acheter là, ok? Et que c'était normal, comme maintenant. Voyez la progression avec Shinkuspan qui fait une dernière hausse parabolique. Vous voyez, il n'y a aucune console là. Hein, on part en gros des 2200 et on arrive à 4800 à peu près. Vous voyez la Shinkuspan qui fait la dernière hausse parabolique et c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est pour cette raison que j'avais dit il y a quelques mois que nous étions dans une bulle boursière. Ça fait longtemps que je le dis. Il faudrait que je retrouve la newsletter où j'en ai parlé pour la première fois, mais ça fait un petit moment. Mais j'ai dit la hausse terminale n'a pas eu lieu. La bulle terminale n'a pas eu lieu. Ça, je l'ai aussi annoncé dans une newsletter. Et effectivement, cette hausse terminale, eh bien, ils sont en train de la faire sur une situation économique dégradée et la pire récession depuis au moins 1929. Voilà ce que j'ai décrit comme l'improbable est devenu probable. D'accord? Dans ce genre de situation, jamais les marchés montent. Jamais les marchés montent. Voilà. Donc c'est cette question. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Nous sommes sur la bulle terminale du Nasdaq. Et voyez comment ça s'est terminé là. Hein? Voilà, c'est cette question que vous devez vous poser parce qu'effectivement, ce qui s'est passé en 2000 se reproduira. Alors peut-être que là, on va aller loin, 20 000, on ne sait pas. Ça peut aller loin, d'accord? C'est haussier, hein, c'est haussier. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, ça se terminera comme ça. Ça, il faut le savoir, il faut être averti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette newsletter mensuelle du mois d'août. Nous sommes le 18 août et le CAC 40 nous fait encore ce matin quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais exactement pourquoi il a rebondi. Voilà, je ne vous le dirai pas. C'est du trading. Voilà, c'est du trading. Bon, une excellente nouvelle qui vient de tomber. Selon Bank of America, ça y est, le bull market est de retour. C'est quand même extraordinaire. C'est magique. Le bull market est de retour pour 46% des investisseurs. Ce n'est pas un rebond temporaire dans un marché baissier, mais bien le bull market qui revient. Voilà. Comme je vous l'ai montré au début de cette newsletter, je pense que vous avez apprécié, le Nasdaq peut continuer sa route tranquillement malgré les licenciements massifs et l'explosion du Covid-19. Voilà. Sauf que je ne suis pas totalement d'accord, puisque je vous le montre dans une vidéo, j'en ai déjà parlé, au mois de mars d'ailleurs, en expliquant que nous sommes toujours en bull market. Puisque, je le précise, quand vos cours sont au-dessus d'un QMO mensuel montant, vous êtes en bull market. Voilà, c'est tout. Donc, il n'est pas revenu, il est toujours là, le bull market. Et il est alimenté par des prétextes, par des rumeurs, par voilà, les banques centrales. Les banques centrales, c'est sûr que c'est M. Powell qui ira faire vos courses et paiera vos factures. Le vaccin va arriver, voilà. En tout cas, le bull market est bien présent et encore aujourd'hui, on le voit ce matin, voilà, avec le CAC 40 qui repart de l'avant. Voilà. C'est comme ça. Après cette petite introduction et ce joli graphique en mensuel du Nasdaq, le programme de la newsletter, l'actualité économique, la réaction du marché
à cette actualité. Je ferai un point sur deux valeurs graphiquement, courte analyse comme j'ai fait le mois dernier, donc là ça sera Ditswell et Carlink. Et puis après, voilà, là j'ai étudié les graphiques des indices et je peux me projeter jusqu'à fin novembre, à la fin de l'année. Voilà, hein, j'ai étudié tout ça. Donc bien évidemment, je le redis encore, tout le monde s'attend à la baisse. Encore, il y en a qui m'ont envoyé des messages. Oui, voilà, effectivement, je m'attends à une forte chute, etc. Oui, c'est ce qui doit se produire. Mais il y a des conditions, bien sûr, pour que cette chute se produise. Voilà, donc ça va être très clair. C'est très clair. Vous le saurez dans quelques minutes. Et maintenant, donc l'actualité du moment surtout, et qui n'impacte pas vraiment les marchés financiers, bon, comme d'habitude, c'est le Covid-19. Le comité scientifique dit qu'une deuxième vague est hautement probable à l'automne, sauf que la deuxième vague, elle est déjà là avec les cas qui augmentent fortement dans de nombreux pays. Après, c'est très inquiétant puisque l'Australie, par exemple, et le Vietnam qui ont pris des mesures, on va dire, assez drastiques pour éviter la propagation de l'économie, de l'épidémie, pardon. En fait, on s'aperçoit que ces mesures n'ont pas servi à grand-chose puisque ça flambe. Alors, et bien sûr, du reconfinement massif partout dans le monde. Donc là, ça repart très fort. Et puis, selon l'OMS, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque l'OMS quand même avertit que les effets de la pandémie vont se faire sentir pendant des décennies et prévoit que la pandémie sera très longue. Voilà, effectivement, vous voyez, les 15-24 ans. Donc, la contamination des 15-24 ans a triplé en 5 mois. Voilà. Après, effectivement, aussi, nous avons le Dr Briggs, qui est la coordinatrice de la cellule de crise de la Maison-Blanche, qui explique que le coronavirus actuel est différent de celui de mars-avril, c'est-à-dire qu'il se répand beaucoup plus rapidement, aussi bien en ville qu'à la campagne. Et elle termine en disant « Vous n'êtes ni immunisé ni protégé contre ce virus ». Il est clair que tout ceci n'est pas engageant et pourtant, les marchés ignorent totalement ces nouvelles. Alors pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que dès que ça baisse un petit peu, le vaccin il arrive. Voilà, le vaccin il arrive. Bon, je le redis, le vaccin le plus court de l'histoire, c'est Ebola, c'est 5 ans. Donc, voilà. Donc le vaccin arrive, ne vous inquiétez pas. Il y a effectivement 150 vaccins en développement. Le vaccin russe, voilà, le vaccin russe, bon, la phase 3 n'a pas été effectuée, mais bon, c'est pas grave, il a été approuvé, sans phase 3. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça laisse à désirer. Mais après, il y a cette note aussi de Goldman Sachs qui dit qu'il y a 6 vaccins en phase 3 et qu'au moins un de ces vaccins sera approuvé d'ici la fin de l'année. Alors là, effectivement, allez. Donc en fait, même s'il y a des contaminations, si ça flambe, ce n'est pas grave, même s'il y a des dégâts sur l'économie, le vaccin, il arrive et ce sera super, il va arriver très vite. Voilà. Donc là, tout ça, c'est réglé. Donc, ça peut être pire, on peut vous annoncer les plus mauvaises nouvelles, ben, c'est réglé avec, hop, tout de suite, ah ben voilà, Oz immunothérapie, a réussi la phase 1, voilà, etc., etc. Hein. Là, on sort tout de suite la nouvelle, là, le vaccin va arriver bientôt. Alors, c'est vrai que les Allemands avaient publié une note comme quoi un vaccin allait arriver en automne, d'ici l'automne. Cette note a été démentie, mais ça n'a pas empêché Wall Street de terminer en hausse. Voilà, ça n'a pas fait chuter les marchés lorsqu'il y a eu le démenti de cette information. Et le Nasdaq continue sa route vers le ciel, plus 27% en 7 mois, une des meilleures performances de tous les temps. D'accord? Une des meilleures performances de tous les temps. Et depuis le 23 mars, il rebondit de 60%. C'est la meilleure performance de tous les temps pour cet indice. Le S&P, c'est pas mal aussi, puisqu'il n'est pas très loin
de dépasser son record de clôture du 10 février. Bon après, en sachant que le PIB c'est plus le même là. D'accord? Bon, c'est vrai que ça repose sur une dizaine de titres, mais quand même, lors d'une forte récession, voilà, ça rechute. On le voit en 2000. En 2000, on arrive sur le sommet, et à partir du mois de mars, voilà, c'est la chute. Après, il y a eu la récession en 2001, le marché a chuté. Voilà, les technologiques ont chuté. C'était très cher, ça a chuté. Et là, ce n'est pas le cas, alors que c'est encore plus cher. Et cette performance du Nasdaq, elle est là, malgré voilà ce que je vais vous annoncer maintenant, les stats économiques, tout ce qui est performance économique. Le bon moment pour investir, c'est tout de suite. C'est ce qu'on peut lire. Voilà, enfin moi je l'ai lu en tout cas. Alors on vous explique, mais non, ne vous inquiétez pas, on vous explique que en moyenne, 72% des titres baissent à court terme. Voilà. Plus de 7 actions sur 10, donc ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça va baisser à court terme, mais ça remontera. Ça me rappelle quelque chose, ça, cette idée-là. Ça me rappelle quelque chose, un schéma notamment. Ah, mais ça va remonter. Voilà. Bon, alors effectivement, les résultats américains qui sont tombés en juillet sont les meilleurs résultats depuis 1994. C'est étonnant, hein? Mais les prévisions ont été fortement abaissées, donc c'était très facile de les dépasser, ils l'ont quand même dit. Également, selon le stratège en chef de Goldman Sachs, les petits nuages noirs de court terme ne doivent pas vous inquiéter puisque les marchés vont rester conditionnés au soutien des banques centrales. Voilà. Jérôme ira faire vos courses. Voilà, je le répète. D'accord? Il paiera vos factures. C'est quand même super. Il prévoit des taux à zéro, proche de zéro jusqu'en 2025. Et puis surtout, un QE no limite. La carte bleue, no limite. C'est quand même extraordinaire. On vit dans un monde formidable. La bourse va monter ad vitam aeternam. Bref, de quoi être optimiste sans commune mesure. Par contre, avec les chiffres que je vais vous annoncer maintenant, qui sont vérifiables, est-ce que vous allez demeurer optimiste, aussi optimiste de celui qui vous dit c'est le moment d'acheter, et aussi optimiste que le stratège en chef de Goldman Sachs? Ça, j'en suis pas certain, parce que voilà, au sujet des PIB, le PIB allemand à 10,1 inférieur aux attentes, effondrement des PIB belges et espagnols nettement inférieur aux attentes, une production automobile de la Grande-Bretagne, je fais une petite parenthèse là, hein, au plus bas depuis 1954, le PIB américain 32,9%, moins 32,9% rythme annualisé au plus bas depuis 1947. Pour revenir à l'Angleterre, 20,4% de baisse du PIB en première estimation, au deuxième trimestre, la pire chute de son histoire. Et pour le Japon, c'est également la pire chute de son histoire à moins 27,8% au T2 en rythme annualisé. Les PMI, effectivement, quand c'est un petit peu mieux comme d'habitude, il y a le petit peu mieux là, le petit rayon de soleil, et qui dure 10 secondes. On vous dit que là c'est bon, ça monte. Par contre, la Suisse et la Norvège inférieures aux attentes, et la Norvège bien inférieure aux attentes, on n'en tient pas compte. Hein. Voilà. Attendez, je n'ai pas terminé. Maintenant, je vais vous parler des perspectives au niveau des entreprises. Et là, je dirais que c'est globalement la même chose. Et il n'y a pas de quoi être optimiste. Selon Euler Hermès, les défaillances d'entreprises au deuxième trimestre au niveau mondial ont doublé en un an. Et le pire est à venir. Le pire va se produire au second semestre. Et ces défaillances d'entreprises, le risque, c'est un effet domino qui va se propager au niveau des petites sociétés.
Et rien que pour les États-Unis, les PME représentent 44% du PIB, 44% de la richesse américaine. Et il rajoute, les mesures de soutien ne seront pas suffisantes pour empêcher leur défaillance. Voilà, donc ça, c'est quand même très alarmant. Hein, ces faillites là qui vont arriver, bon, classique, hein, quand il y a une crise, les faillites, souvent, le pic a lieu bien après. Pour Aéroport de Paris, on pourrait retrouver le niveau d'avant-crise d'ici 7 ans, pas avant 7 ans. Les suppressions de postes, bon, je vais vous citer déjà Air France, 5000 postes, Accor, 1000 postes, Marks & Spencer, là, ce matin, va supprimer 7000 postes. Voilà, également, en juillet-août, un tiers des Américains n'a pas payé son loyer, et 27% des Américains n'ont pas payé soit leur crédit, soit leur loyer. C'est quand même effarant. Je vais passer maintenant à l'analyse graphique des valeurs du mois pour cette newsletter dite Swell et Carlyle, et après ce sera l'heure du bilan, de la conclusion, mon analyse des marchés. Voilà, comme habituellement lors de ces newsletters, et les objectifs, je vais vous donner des objectifs, puisque comme je vous l'ai dit, tout le monde s'attend à la baisse. Cette baisse qui, selon la situation actuelle, devrait arriver. Est-ce qu'elle va être longue? Ça, je vous le dis dans quelques minutes. Les valeurs du mois. Alors, je commence par Kerlink, 3,33 € en clôture le 14 août, vendredi. 14 août, alors, bon, c'est très clair sur cette vue mensuelle. Kerlink est dans une tendance baissière. Hein, ça avait plutôt bien compensé, on a une rupture ici, voilà la grande descente, on passe de 23 € à penny stock, d'accord, en quelques mois, c'est une catastrophe. Bon, un rebond magistral, mais on est tellement en tendance baissière que ça ne suffit pas pour récupérer une tendance haussière, et là, rechute. Alors, ça donne quoi? En hebdomadaire, voilà, le piège, Kerlink, le piège, puisque on pense que c'est une phase 2 de Weinstein qui commence, mais comme c'est une valeur spéculative, donc risquée, c'est-à-dire que la seule chose auquel pensent les traders, les professionnels, c'est spéculation, c'est faire de l'argent, voilà. Ce n'est pas un investissement long terme, d'accord? C'est faire de l'argent. Il y a un joli mouvement, malheureusement, ça ne tient pas. Et là, en fait, nous partons probablement, enfin, pour le moment, sur une dérive latérale hebdomadaire. Et donc, dans cette vue hebdomadaire, Kerlink se rapprocherait du bas, en direction, Kerlink va en direction du bas, hein, c'est pas dit qu'il va y arriver, c'est pas dit, d'accord? Mais il va dans cette direction, vous voyez, on repart vers le bas de cette dérive latérale qui est en train de se constituer. Donc, il part vers les 2 €, à proximité de 2,02 €. Vous voyez, donc là, hop, ça croise, ça s'entrecroise, donc c'est dérive latérale. Donc là, je peux vous dire que récupérer une tendance maintenant haussière sur Kerlink, ça va être très compliqué. En jour, c'est baissier. Voilà, c'est clair. Vous voyez, formation d'un cumul baissier qui est descendant et Kerlink, voilà, hein, tranquillement se dirige vers ses plus bas. Alors, si Kerlink rompt les 3,15 €, d'accord, le plus bas récent, hein, qui a été testé 2 fois, 3 fois, et bien direction vers le nouveau plus bas, hein, c'est-à-dire direction vers ici, l'ancien plus bas, hein, des 2,50 € avant de rejoindre les 2,02 €. Alors peut-être que là, si on y va, hein, peut-être ça va tergiverser un peu, mais voilà. En tout cas, c'est baissier sur Kerlink.
Et le seul moyen de gagner de l'argent sur cette valeur, c'est de spéculer sur des unités très courtes à condition d'attendre le signal. Mais c'est très risqué parce qu'il y a un flottant quand même qui n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc, bon, valeur, tendance baissière et forcément probabilité très forte de perdre de l'argent. Ditswell. Alors bon, c'est une valeur spéculative. Alors quand on voit ça, cette vue mensuelle, Ditswell, 1,20 €, on se dit, ah mais c'est pas mal finalement. C'est pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, d'accord. Sauf que, alors, on va tracer ici l'oblique, ici, voilà. Là, voilà, l'oblique de 2013, vous voyez, on n'a pas été très loin. Alors comme ça a l'air pas mal, on se dit c'est super, mais quand vous regardez de plus près, non, ce n'est vraiment pas super. Donc, les hauts de moins en moins hauts, ok, les hauts de moins en moins hauts, tendance baissière, alors que ça a l'air plutôt latéral sur Ditswell. Et les bas de plus en plus bas. Alors voilà, c'est toujours pareil. Sur ces valeurs spéculatives, c'est tendance baissière et on fait, vous voyez, les rebonds puissants, comme là, etc. Et ceux qui rentrent en croyant, en investissant, en croyant que c'est le bon moment, ben, ça se termine que quelques mois plus tard. Ça, je l'ai montré de maintes fois. Le titre vaut encore moins cher que le plus bas précédent. Alors, qu'est-ce que cela donne en hebdo? En hebdo, voilà, ça a l'air pas mal, mais ça, c'est de la dérive latérale. On pense que là, éventuellement, ça pourrait se redresser. Vous voyez, là. Voilà, c'est... Et là, c'est toujours pareil. Quand vous voyez ces étoiles filantes-là, il y en a un max qui sont rentrés au niveau des étoiles filantes. Donc, ils sont piégés, déjà. Là. Donc, peut-être que ça... Comme ça fait une dérive latérale, là, on peut peut-être revenir par là. Hein, mais quand, ça, je sais pas. D'accord. En tout cas, là, ce qu'il ne faut pas rompre sur... Dites-moi, ce qu'il ne faut pas rompre, ce sont les 1 €. Les 1 € doivent tenir pour se maintenir dans la partie haute de la dérive latérale hebdomadaire. Ok? Donc, voilà. Mais dans la plupart des cas, cette zone-là d'équilibre, on peut dire d'équilibre, finit par être rompue à un moment ou à un autre. C'est toujours comme ça. Hein, ne l'oubliez pas. Haut de moins en moins haut, bas de plus en plus bas, donc valeur spéculative et donc forcément, ceux qui restent trop longtemps, eh bien, ils perdent de l'argent. Alors, maintenir les E, si on ne tient pas les E, on va par là. On va vers les 0,70, par là dans le coin, 0,70, d'accord. Et là, ça peut, après, faire du range, là. Hein. Ok. Donc, on maintient les 1 €, ok. Et il faut dépasser encore une zone d'équilibre, ici, vous voyez, un autre range, les 1,26 €. 1,26 €, eh bien, on va chercher les anciens plus hauts. Et bien, de la deuxième partie haute, parce que là, c'est encore un range ici, là. C'est encore un range ici, voilà. Alors, c'est pareil, hein. Bon, là, les mouvements sont très puissants, on voit ici, là, en avril, un autre mouvement très puissant en juillet, mais qui s'arrête un peu plus bas, ok. Là voilà, hein, il faut à unité courte, là c'est vraiment du trading, rentrer sur un signal et faire très attention et mettre son stop de protection. Voilà, très attention, énorme risque sur ce titre. Je vous le répète encore une fois, lorsque vous êtes trader, investisseur, lorsque vous passez une majeure partie de votre temps sur les marchés financiers, il y a deux choses qui sont essentielles. Puisqu'il faut absolument, d'une manière régulière, que vous soyez bien dans votre tête, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est faire le reset. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous avez une mauvaise journée, ou alors comme aujourd'hui, c'est un peu pénible, il ne se passe rien. Alors là, dans ce cas-là, vous faites autre chose. Alors moi, je fais la newsletter, voilà. Après, je vais faire autre chose. Voilà, des fois, vous faites rien. Mais c'est comme ça. Alors, il vaut mieux ne rien faire, être observateur, ou carrément quitter l'ordinateur au lieu de rentrer sur une position, de faire n'importe quoi. Donc le reset très important et surtout le marché a toujours raison. Bon, vous connaissez la rengaine, hein, le marché
a toujours raison. Et même maintenant, il a toujours raison. Vous voyez, Tesla est l'action la plus shortée au monde. Énormément de gens ont perdu de l'argent sur cette valeur. Voilà, parce que effectivement, ça monte, c'est cher, mais voilà, il n'y a pas de signe de retournement. Donc Tesla, eh bien voilà. Donc il y en a, ils pensaient qu'à 500, on pouvait shorter, c'était bien. Puis à 1000, puis à 1500, voilà, bon. Donc le marché a toujours raison. Et surtout, ne l'oubliez pas, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pourrez rester solvable. Ça, c'est très important, je vous l'ai dit. On peut avoir les pires stats, la pire situation, et le Nasdaq qui peut aller à 20 000. Enfin, c'est symbolique quand je dis 20 000. Hein. C'est 14, 15, voilà. C'est irrationnel. Vous êtes dans une bulle boursière, et la bulle boursière ne s'arrête pas comme ça. Il faudrait peut-être d'éléments systémiques, peut-être comme Lehman Brothers ou Enron en 2001. Des éléments systémiques qui fassent basculer le marché. Mais une bulle boursière, voilà, ça peut aller très haut et ça ne s'arrête pas comme ça. Voilà. Donc je vous avais dit encore il y a quelques mois, la bulle terminale n'a pas eu lieu. Et là, je vous en ai reparlé en début de cette newsletter où je pense que nous sommes maintenant sur la bulle terminale avec cette hausse parabolique sur le Nasdaq. Et lorsqu'on voit ça, ça ne donne vraiment pas envie de cliquer sur achat. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais bon, il y en a qui le font. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bref, l'autre élément, je vous en ai déjà parlé. Voilà, ben, le trading, c'est une compétition. Quand vous êtes sur les marchés, c'est une compétition. Voilà, il y a toujours peu de gagnants, mais là, il y a maintenant encore moins. Voilà, avec maintenant la programmation. Et en ce moment, voilà, je l'ai expliqué, où l'improbable est devenu probable. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo d'analyse technique, je vous la recommande, où, notamment sur CGG, Chargeur et Genoway. Voilà, à la limite, vous faites ce qu'il faut faire, mais non. Vous faites contrer tout ce que l'on attend, tout ce qui est attendu par certains intervenants qui connaissent le marché, qui sont habitués au marché. Ben non, il se passe l'inverse. C'est comme la saisonnalité. Parce que vous savez, on dit que c'est toujours pareil. La bourse, voilà, c'est un éternel recommencement, ce qui est vrai. Sauf que cet éternel recommencement, sur certains aspects des marchés boursiers, ça a changé. Voilà. Par exemple, le mois de juin et le mois d'août, ce sont les pires mois de l'année. Les pires mois de l'année. Le mois de juin l'année dernière, c'est un des meilleurs depuis 50 ans, si je me rappelle bien, sur le S&P. Cette année, ça a encore été positif au mois de juin. Et là, vous voyez le mois d'août qu'on a. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de volume, mais bon, ça c'est, voilà, il n'y a pas de volume, et alors, il n'y a pas de volume. Mais, alors que c'est le pire mois de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez quoi quand vous connaissez les marchés? La situation est très dégradée. Vous le savez que c'est une bulle. Vous savez que ça monte sur du vent. Et vous vous dites, mais c'est dégradé, en plus le Covid repart. Et vous vous dites, ah ben c'est bon, là, juin et août, ça va chuter. Ben oui, ça va chuter, c'est tellement mauvais que ça va chuter. Eh ben non. Et vous voyez, et vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est le hasard? Pour moi, ce n'est pas le hasard. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, le marché de dupes. Le marché de dupes qui continue et où certaines choses qui arrivent par habitude, et bien en fait, l'inverse se produit. Bien, il reste 4 mois. Nous allons attaquer bientôt le dernier tiers de l'année. Alors, je vais être direct avec vous. Si les marchés doivent chuter, on va parler du CAC et du Dow Jones, le CAC 40, les cours doivent chuter en dessous des 4700 points. D'accord? Et pour le Dow Jones, en dessous de 24 800 points d'ici fin novembre pour les deux indices. D'ici fin novembre au maximum. Alors attention, si on enfonce ces seuils, ça ne veut pas dire que cela va chuter brutalement. Hein. Mais on pourrait enclencher un cycle de baisse. En tout cas, si les marchés restent nettement au-dessus des 4007 sur le CAC 40 et au-dessus des 24 800 sur le Dow Jones, quoi qu'il arrive, je vous le répète, quoi qu'il arrive, voilà, même le pire, eh bien, ça sera terminé. Enfin, je veux dire,
pour l'année, sûrement qu'on terminera l'année, ben voilà. En tout cas, on n'attaquera pas janvier sur un cycle de baisse. Ces deux supports doivent sauter absolument, tout en sachant qu'il y en a d'autres avant en support. Hein. Mais pour qu'il y ait un cycle de baisse potentiel qui s'enclenche, il faut rompre les 4700 et rompre les 24 800 sur le Dow Jones. Alors on sait maintenant que l'économie n'est plus pricée et que ça se trouve, ça ne va pas se produire. C'est ça le problème, il n'y a pas de règle. Hein. Donc tout est possible. Et je vais terminer par ceci. On néglige les mauvaises nouvelles. On extrapole les plus petites bonnes nouvelles. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on sort d'un crack. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Les mauvaises nouvelles tombent. Énormément de mauvaises nouvelles, ça baisse pas. Voilà, ça consolide, vous voyez, mais ça baisse pas. Donc voilà, c'est totalement, voilà, je vous l'ai expliqué dans la newsletter précédente, je ne vais pas me répéter, hein. C'est le cycle est inversé en fait. Donc on fait l'inverse de ce qui doit se produire. Voilà. Donc les marchés actuellement sont dans une psychologie hyper positive qui ressemble à 2018 avant la chute et en 2019 début 2020, c'est-à-dire on vous présente un marché invincible. Mais attention, si vous regardez bien, la chute de 2018 et de 2020, on ne pouvait pas s'y attendre au niveau graphique. C'est arrivé comme ça. Ça j'en parle dans la newsletter aussi précédente, où là, ça chute, parce que là, le Covid augmente. Avant la chute de février, on le savait que ça se passait pas très bien, hein, mais les marchés n'en tenaient pas compte, là c'est pareil. Là, ça repart, mais les marchés n'en tiennent pas compte. Et ce qui risque de se passer, c'est que ça chute, ça va chuter, et là vous allez penser que comme le marché est invincible, on vous l'a tellement répété là, vous voyez, c'est comme si on vous enfermait dans une pièce et le marché est invincible, le marché est invincible. Et bien en fait vous allez penser que sur ce support ça va rebondir, ben non. Voilà. Donc c'est toujours, c'est le même problème, c'est la, vous voyez, ça se répète, 2018, 2019, début 2020, et là donc le marché est mûr pour une correction brutale et qui pourrait partir cette fois-ci sur un bear market, je dirais un crack rampant comme on a eu en 2000 et en 2008. Mais pour le moment, voilà, ça ne se passe pas. Voilà, en gros, c'est exactement l'ambiance générale qui règne actuellement sur les marchés. J'espère que vous avez apprécié cette newsletter. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Cliquez sur les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, je suis ravi là, sur la dernière vidéo. Voilà, des likes, il y a beaucoup de commentaires et c'était super. Merci à vous. À bientôt.